Le sportif reste au cœur du projet, mais pour moi, il me paraît intéressant et même primordial d'aller parler aux ligues, d'aller parler aux fédérations, aux clubs, aux différents acteurs qui vont salarier le sportif ou qui vont tourner autour, comme les agents, parce que ces personnes-là doivent être impliquées dans cette seconde vie-là, parce que le sportif n'est pas là uniquement pour avoir la performance le week-end, mais il faut avoir pour moi un vrai accompagnement humain. Bienvenue sur Tout un sport. Record du monde! Michael Phelps qui est en train d'écrire l'histoire. Vous l'avez fait les garçons! Vous êtes des géants! C'est la dernière mêlée. Allez, on touche. La libération est là. Oh, c'est l'équipe de France est championne du monde! Et l'équipe de France championne olympique. Tommy Reiner. Oui, champion. Bienvenue sur Tout un sport, le podcast qui parle de tous les sports et de tout ce qui tourne autour du sport. Tout un sport, c'est un épisode sport chaque vendredi matin sur votre plateforme d'écoute préférée. Avant de démarrer l'épisode, je voudrais remercier SSM Academy, notre partenaire sur ce podcast. Il propose des formations pour accompagner les sportifs et sportifs de haut niveau à développer leur image. Pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. N'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, pour vivre le sport chaque jour. Allez, place à l'épisode, bonne écoute à vous. Eh ben écoute, Romain, on est parti, on va commencer notre deuxième partie de podcast, puisque toi, ton sujet, c'est la deuxième vie des sportifs. Nous, on a fait du off, maintenant on va faire du on. Bienvenue Romain sur le podcast. Bonjour. Je suis avec Romain Villet qui, la thématique de son entreprise, c'est faciliter la seconde vie des sportifs. Je ne vais pas en dire plus, il va nous expliquer. On a eu la chance de se rencontrer grâce à SSM Academy et tu nous en diras un petit peu plus, mais je leur fais un clin d'œil. C'est les partenaires du podcast. Avant de te laisser la parole, je prends la main, je garde la main comme d'habitude sur le podcast et on va démarrer par le portrait chinois, par ton portrait chinois. Je vais te dire un mot, puis tu me diras le premier qui te vient à l'esprit. Si je te dis un lieu, quel est le premier lieu qui te vient à l'esprit ? Le Cap Ferret. Ah, pourquoi le Cap Ferret, dis-moi ? Écoute, je suis originaire du Lot-et-Garonne, je vis à Bordeaux et c'est mon endroit coup de cœur où j'aime me ressourcer. Hmm. J'aimerais y vivre plus tard, mais voilà, c'est le cadre idéal pour moi. Il y a la mer, il y a la nature, c'est assez simple. On peut manger des huîtres et des crevettes avec un verre de blanc devant un coucher de soleil, donc c'est vraiment mon petit paradis. Ok, je comprends, j'ai pas de souci là-dessus. Si je te demande un plaisir gourmand, tu serais plutôt sucré ou plutôt salé ? Plutôt salé. Ouais. Et donc on est sur les huîtres, on est sur quel type de produit, quel est le petit plaisir gourmand sur lequel on peut réussir un peu à t'amadouer? Alors, quelque chose qui marche à coup sûr, pardon, c'est le pâté. Ok. Ah ouais, c'est pas commun, je vais être honnête avec toi. Et, ok, donc Plutôt local. on t'achète avec ça. Exactement. Et si je te parle d'une passion et ou d'un passe-temps, parce que des fois la passion peut être autre chose que le passe-temps. Alors là, pour le coup, je vais peut-être être un peu moins original. Je vais dire le sport de manière générale. Ouais. Que ce soit à regarder ou à pratiquer, c'est vraiment une passion et ça me suit depuis tout petit. D'accord, ok. Donc ça, on va y revenir forcément. Et ma dernière question sur le portrait chinois, si je te demande une personnalité ou une personne qui compte, qui t'a inspiré, tu me citerais qui? Alors j'en ai deux. Mhm. Le premier, il est assez connu, je pense, en France. Il s'appelle Marc Simoncini. Il passe Mhm. notamment sur l'émission sur la 6. Ouais, Et le deuxième, c'est Phil Knight, c'est le créateur de Nike. ok, d'accord. Tu as lu sa biographie peut-être? Exactement, l'art Ouais. de la victoire. Ouais, c'est assez, voire très, très inspirant. Il fait partie des livres on va dire, d'entrepreneurs, mais de sportifs aussi, qui sont des incontournables selon moi. Donc, je partage à 100%. Avant de te laisser la parole, après ce portrait chinois, j'ai deux questions dans tout un sport. La première, ce serait, quel est ton plus grand ou ton premier souvenir de sport en tant que spectateur? Alors c'est une bonne question. Ouais. Je pense que mon premier souvenir, c'est une victoire de Michael Schumacher en Formule 1 avec Ferrari. D'accord. Tu es un passionné de Formule 1 ou c'est parce qu'il y a eu un événement particulier qui t'a marqué? En fait, j'étais tout petit, j'étais passionné de voiture, je ne loupais pas un Grand Prix, j'étais vraiment un fan, à tel point que mon père a dû m'emmener à Manicourt petit pour aller voir un Grand Prix et pour aller voir justement
Michael Schumacher. Donc, ouais, petit, c'était vraiment un gros dada. D'accord, ok. Et si je devais te demander un de tes souvenirs marquants au sport en tant que pratiquant, ce serait lequel? En tant que pratiquant, alors j'en ai un qui m'a marqué plutôt négativement, on va dire. J'ai fait du foot jeune et le premier match que j'ai joué contre les Girondins de Bordeaux à l'époque, qui était mon grand club de cœur, j'ai pris 7-0 et c'était le premier match de championnat et Wow. celui-là il reste gravé quand même profondément dans ma mémoire. Ok, donc ouais, quand c'est le club de cœur, ça fait un peu moins mal, mais j'imagine que le 7-0, il doit quand même piquer. Exactement. Ok. Eh ben écoute, c'est maintenant, je vais te laisser la parole. Je vais te laisser m'expliquer et nous expliquer un petit peu quel est ton parcours. Qu'est-ce qui t'a mené du salariat jusqu'à l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat dans le sport. Et moi, comme je le dis souvent, il n'y a pas que le fait d'être sportif de haut niveau qui permet de vivre du sport. Il peut y avoir d'autres choses et c'est ce que j'aimerais que tu puisses montrer aux auditeurs et aux auditrices en parlant de ton aventure entrepreneuriale. Mais avant de parler de cette aventure entrepreneuriale, je te laisse nous expliquer un petit peu qui tu es, de nous parler de ton parcours. Super, je te remercie. Écoute, ouais, on va commencer par le commencement. Donc, je suis originaire du sud-ouest, d'une ville qui favorise le rugby, on va dire, donc Agen, située Mhm. entre Bordeaux et Toulouse. J'ai grandi donc dans cette petite ville. Je suis fils de commerçant, donc j'ai toujours baigné dans le commerce depuis petit. J'ai toujours pratiqué le sport et j'ai fait plein de sports différents. J'ai commencé par le judo. Ensuite, je suis passé par la case foot parce que mes parents voulaient pas que je fasse du rugby trop jeune. Et je suis passé au rugby après, voilà un petit peu de tennis. Donc, le sport a toujours un peu guidé mon quotidien. Et c'est pour ça que je l'ai nommé en passion tout à l'heure. C'était, je me permets, excuse-moi, mais familialement parlant, il y avait autour de toi des grands sportifs, il y avait une famille de sportifs, il y avait des passionnés aussi, ou tu étais plutôt celui qui faisait vivre la passion aux autres? Plutôt, non, c'est plutôt familial. Mon père faisait du vélo, donc il était boulanger. Il arrivait quand même à faire du vélo. Il y allait 2 à 3 fois par semaine. Donc il séchait la sieste de l'après-midi pour aller faire du vélo parce qu'il en avait besoin. Et lui, à l'époque, quand il a commencé, il aurait pu être professionnel, mais on gagnait pas sa vie en faisant du vélo. Donc, du coup, il a plutôt été travaillé. J'ai une grande sœur qui a un peu fait comme moi, qui a touché à tout. Donc, je suis né, on va dire, un petit peu là-dedans, sans être à haut niveau, mais le sport était bien présent en tout cas. Ok. Donc, si je reprends le fil, du coup, le sport a toujours été présent, pas forcément à haut niveau. Je suis allé à différents niveaux, on va dire régional. J'avais pas forcément les capacités pour être à des niveaux supérieurs, mais ça m'a toujours suivi. J'ai toujours aimé justement le collectif autour du sport, créer des contacts, créer des synergies, et puis voilà, se dépenser. Ça m'a toujours amené beaucoup de choses. Ça m'a aussi amené énormément d'amis et de copains. On a passé des super moments. Donc, le sport m'a toujours suivi. J'ai donc suivi mon parcours assez classique, hein. Après le lycée, je suis parti en études supérieures. J'ai pu voyager à travers les études. Je savais pas exactement qu'est-ce que je voulais faire de ma vie plus tard, mais donc je suis parti dans le commerce assez naturellement. J'avais un schéma donc de parents commerçants qui n'avaient pas forcément eu la chance de faire des études. J'ai eu la chance, moi, de faire des études. Et donc, j'ai fait différents stages. J'ai fait notamment mon premier stage dans le domaine du sport, dans le club de rugby d'Agen, où j'ai fait un petit Mhm. peu de tout, du marketing, de la communication, de l'événementiel. Ça m'a tellement plu qu'après, je suis resté bénévole et j'ai essayé d'y aller le week-end pour filer un coup de main les jours de match. Et donc, j'ai continué ce parcours-là. J'ai donc trouvé un métier qui était celui des achats, que j'ai pratiqué une petite dizaine d'années dans différents types d'entreprises de différentes tailles. Ça m'a plu, je me sentais plutôt à l'aise dans cet environnement-là. Mais passé la trentaine, j'ai aujourd'hui 32 ans, donc c'était il n'y a pas si longtemps, Mhm. je me posais pas mal de questions sur ce que je voulais faire de la suite. Crise de la trentaine, je ne sais pas. En tout cas, ça s'est conjugué avec un moment où le Covid est arrivé. À ce moment-là, j'étais expatrié à l'étranger, j'étais en Suède. Et le soir, je me posais donc beaucoup de questions devant ce plan de carrière. Je me disais, mais j'ai pas envie de faire ça en fait. Et depuis tout petit, j'avais envie d'entreprendre et j'avais une liste sur un carnet avec quelques idées d'entreprise, notamment des idées dans le sport.
Et j'ai commencé un petit peu à creuser tout ça, à faire une introspection, à me poser les bonnes questions sur ce qui me faisait vibrer et ce que j'avais vraiment envie de faire. Et surtout, ce que je voulais pas, c'était me retourner à 50 ans et avoir des regrets. Et j'ai une question justement par rapport à cette question des regrets. Et je sais que j'ai interviewé pas mal de personnes qui ont un peu euh, cette difficulté à se projeter. Et est-ce que jeune, dans ta tête, tu aurais aimé travailler dans le sport, mais tu t'es dit, il y a pas de débouché ou je ne sais pas ce qu'il y a comme débouché? Parce que j'ai la sensation qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'on peut travailler dans le sport ou qui n'osent pas en se disant c'est réservé aux sportifs de haut niveau. Est-ce que toi, tu as eu cette idée à un moment et tu l'as mis de côté, même si aujourd'hui, voilà, tu assouvis ta passion, mais plus jeune, est-ce que tu l'as eu cette idée? Alors, j'ai eu cette idée, je dirais oui et non, parce que je l'ai eu. J'ai fait effectuer mon premier stage donc dans le sport, ça m'a Mhm. plu, mais je voulais continuer mes études en fait. Je voulais avoir un bac plus 5 et à l'époque j'étais au niveau de ma licence. Et après, j'ai essayé de m'ouvrir des portes pour aller explorer d'autres secteurs d'activité pour me faire une idée. D'accord. Donc, donc je dirais plutôt oui. Après, sur l'autre partie, c'est vrai que le sport a aussi cette image, au-delà d'être peut-être réservé à des athlètes, c'est que le sport est en vogue et donc il y a beaucoup de gens qui veulent travailler dans le sport. Ouais. Et peut-être qu'inconsciemment, ça a joué en me disant, bon, c'est quand même un secteur qui est hyper demandé. J'ai peut-être moins de chances de trouver un travail dans ce secteur-là que si je pars dans un autre domaine. Ok. Ok. Et donc, tu parlais du fait que tu étais en introspection, entre guillemets, pendant le Covid. Cette introspection, elle est liée au fait que bah, tu te plaisais pas plus que ça dans tes métiers ou c'est parce qu'il y avait vraiment cette envie entrepreneuriale qui était en train de prendre le dessus? C'est un mix des deux, en Ouais. fait, par rapport à ma situation à ce moment-là. Je me posais des questions, j'avais un plan de carrière qui était à peu près tracé, où j'avais justement mes perspectives à 2 ou 3 ans, où j'allais reprendre le poste de mon responsable. Bon, sur le papier, c'était hyper cohérent et c'était très intéressant, mais ça me faisait pas vibrer plus que ça. Autour de moi, mon quotidien ne me plaisait plus non plus. Je suis monté à Paris pour faire une expérience dans des grands groupes avec ma conjointe. On s'était fixé 5 ans maximum à Paris parce qu'on voulait retourner dans le sud pour avoir un cadre de vie qui nous correspondait plus. Mhm. Donc j'étais un petit peu à un tournant. Et puis en même temps, sont arrivées les questions liées à l'entrepreneuriat, à me dire que j'avais envie de liberté, j'avais envie de travailler pour moi et je voulais franchir ce pas. Donc tout est arrivé en même temps. Et c'est grâce à cette introspection où voilà, j'ai posé les pour et les contre, j'ai commencé à étudier, à creuser des pistes. Et j'ai vu que ça commençait vraiment à m'animer, à me titiller. Donc, je me suis lancé. Et c'est l'entrepreneuriat qui t'animait vraiment ou c'était l'idée de ta boîte autour du sport qui t'animait? L'idée d'entreprendre est celle qui a été le premier moteur. Mhm. Et ensuite, c'est quand je me suis vraiment posé les bonnes questions pour me dire, je me suis beaucoup renseigné aussi sur l'entrepreneuriat. Et quand on entreprend, il faut essayer d'entreprendre pour les bonnes raisons. Mm. Généralement, ou du moins quand on entend des gens qui ont réussi, l'argent n'a pas été forcément un moteur, mais il y a eu plutôt une problématique ou une passion au début qui permet d'emmener la personne dans la problématique et de s'impliquer à 100%. Et donc, naturellement, moi, c'est le sport qui est venu sur la table. Euh, Pourquoi? Parce que je suis passionné de sport, c'est un domaine dans lequel j'avais toujours eu envie de travailler. Deuxièmement, depuis que je suis petit, j'entendais beaucoup d'histoires sur des sportifs qui ont été mal conseillés ou mal guidés Mm. et pour qui la seconde vie a été compliquée. On entend des histoires ou des stats ahurissantes sur des joueurs de NBA qui ont gagné des millions Ouais. en carrière et qui se retrouvent ruinés, d'autres qui se retrouvent en dépression. On parle de la petite mort du sportif, tout un tas de sujets que je trouvais vraiment, vraiment compliqués. Et en plus de ça, moi, mes amis d'enfance qui est à mon âge, on s'est connus à l'école et qui, lui, est sportif de haut niveau, qui fait du rugby. Et je lui avais posé plusieurs fois la question, depuis qu'on a la vingtaine, sur qu'est-ce qu'il comptait faire après. Et j'avais toujours eu la même réponse, c'était aucune idée. Et c'est ce qui m'a amené en fait à creuser dans cette voie-là. Ok, donc c'est le questionnement de ton entourage qui a amené à peaufiner entre guillemets ton projet. Tout à fait.
Et moi, je voulais te poser une question avant de rentrer plus dans le détail, parce que tu as deux expériences, ou peut-être plus, hein, mais je pense que c'est deux grosses expériences. Une à Barcelone, une expérience de vie, et une en Suède. Et avant de rentrer dans l'histoire de ton projet, est-ce que tu peux nous donner juste un petit éclairage sur la vision du sport dans ces deux pays, en plus un pays très chaud et un pays plutôt froid. Qu'est-ce que tu as pu percevoir justement du sport dans ces deux pays? Alors, ce que j'ai pu percevoir, notamment en Espagne, bon, je vais tirer un trait grossier, mais le foot est très, très, très présent. Ouais. C'est-à-dire que la ville vit au rythme du FC Barcelone. Mhm. Donc, les week-ends de match, c'est compliqué pour aller au stade. On connaît les complexités pour avoir des billets pour aller au stade. Mhm. Donc, la ville vit vraiment à ce rythme-là. Euh, Après, sur les autres sports autour, je dirais que c'est assez similaire à l'expérience que en France. Les gens sont plutôt quand même sportifs. On voit pas mal de gens, voilà, s'entretenir, faire des footings, proposer des activités aussi communes. Il y a la plage, donc voilà, les gens sont assez sportifs, on va dire, du moins en tout cas à Barcelone. Mhm. Il y a une vraie force autour du foot. Je sais que moi je creusais un petit peu parce que j'avais voulu jouer au rugby là-bas, et c'est vrai que c'est quand même l'écart est flagrant entre la France et l'Espagne là-bas. Il y en a vraiment que pour le foot, quoi. Ouais, ouais. Au pire, je dirais que si on prend l'exemple de Barcelone, il fédère autour de ce FC Barcelone qui est la grosse locomotive, le foot, et il y a la même chose en basket ou en hand, mais ça reste quand même, quoi qu'il en soit, moindre par rapport à ce que le foot peut générer et engendrer. Exactement, en termes de Ouais. communication, en tout cas, il y en a beaucoup pour le foot. Mm. Moi, je suis allé voir des matchs d'autres sports aussi au FC Barcelone, notamment, je me rappelle, il me semble que c'était un quart de finale de Ligue des Champions où c'était Barcelone-PSG, un hand. Il y avait Ouais. une ambiance incroyable, le stade était plein. Mais c'est vrai qu'on communique peu sur ces sports-là, alors qu'il y a quand même, au-delà du foot, le FC Barcelone, c'est vraiment une institution. Mhm. Quand on prend aussi l'exemple de Madrid, Madrid au basket, c'est très très fort. Bien Il n'y en sûr. a pas que pour le foot. Donc il y a quand même, enfin, le sport en Espagne est quand même très présent et majeur dans beaucoup de domaines. Mais en tout cas, de mon expérience personnelle, on voit quasiment que du foot, quoi. D'accord, ok. Et sur la Suède? Et alors sur la Suède, je vais avoir un avis qui est un petit peu plus mitigé parce que j'y suis allé, sur une période hivernale. Donc Ouais, c'est pas le meilleur moment. Au mois de décembre, il fait nuit à 14h30. c'est clair. Donc les gens hibernent là-bas et généralement, enfin, moi quand je suis arrivé, on m'a dit, oh là là, mais t'arrives pas à la bonne période. Les Suédois hibernent en général en hiver et c'est pas faux, hein, c'est vraiment ce qui se passe. Donc bon, moi j'ai fait mes petites choses comme il faisait froid. Au-delà du footing dehors, j'allais à la salle de sport. Donc la salle de sport était pleine, Mhm. mais tôt dans la journée. Après, il y avait plus grand monde. Ouais. Donc je sais que les Suédois sont très forts dans des domaines bon, autour du ski nordique, du combiné, etc. Mais j'ai pas eu l'occasion de vraiment trop percevoir cette ferveur, mis à part sur le hockey sur glace, qui est quand même assez présent en Suède et où il y a une vraie belle ambiance. Ok, d'accord. Mais enfin pour moi, c'était important de faire cet éclairage. Et puis effectivement, tu t'es retrouvé aussi dans la période Covid, donc même si tu avais eu la possibilité, tu n'aurais pas perçu la réalité de ce qu'est le sport en Suède. Donc pour en revenir à ton projet, au moment où tu es en train de le définir et autres, comment ça se passe? Parce que c'est important aussi, même si on est dans tout un sport. Comment ça se passe pour créer? Tu te lances, tu négocies avec ton employeur et tu diras ce que tu peux dire, hein, mais l'idée, c'est surtout comment tu t'organises. Tu prépares déjà tout ton projet avant de te lancer. Comment ça s'est passé pour toi? Oui, alors bonne question. Alors j'ai commencé à préparer vraiment en mode projet. Mhm. Donc j'ai gardé mon travail et j'ai considéré ça comme un à côté où Bien je sûr. passais mes soirées et mes week-ends à travailler sur ce projet-là. J'ai eu la chance, à travers mes différentes expériences en entreprise, d'être formé à des méthodologies de gestion de projet que j'ai pu appliquer à l'entrepreneuriat. Et après, j'ai passé du temps aussi à me former pour comprendre ben, qu'est-ce qui était important de voir, de travailler, en tout cas en amont. Et l'idée, c'était de se dire, OK, je maximise mes chances, je veux me lancer, mais pas n'importe comment et pas à n'importe quel prix. Donc, j'ai une stabilité aujourd'hui, notamment financière, et je me sers de cette stabilité-là pour construire mon projet en parallèle et faire les choses pour moi dans l'ordre.
Donc j'ai commencé à faire mon étude de marché, à rencontrer le plus de sportifs possible pour vraiment vérifier si l'hypothèse que j'avais était justifiée et si les sportifs avaient vraiment besoin d'accompagnement sur ces sujets-là. Donc, voilà, je me suis servi aussi des réseaux sociaux pour rentrer en contact avec différents athlètes parce que j'ai pas un réseau infini. Et il Mhm. était important d'avoir un échantillon qui soit le plus représentatif possible. Et donc, je me suis entretenu avec des athlètes qui sont en carrière, des jeunes, des moins jeunes, des athlètes qui se sont reconvertis et qui ont arrêté le sport il y a quelques années, mais aussi des agents, des fédérations, des clubs, pour vraiment avoir une visibilité la plus large possible. Et au vu des retours que j'ai eus, ça confirmait les hypothèses que j'avais, à savoir que le sportif est peu accompagné et que cette reconversion, elle est subie. Donc, j'ai souvent, le constat que j'ai eu, c'est que la reconversion, elle est compliquée, faute d'opportunités, d'encadrement et d'anticipation. Ok. Donc, sur ce premier constat-là, toujours en mode projet, j'ai commencé à travailler et à définir une approche que j'ai co-construite avec des athlètes et que j'ai testée pendant une année. Et ma question par rapport à ce que tu disais, au fait de taper aux portes, de discuter et tout, je sais aussi qu'il y a parfois une difficulté d'approcher les sportifs en fonction des sports et en fonction des niveaux. Est-ce que toi, tu t'y es pris d'une certaine manière? Est-ce que tu as tapé aux portes à chaque fois en passant par une personne de ton réseau qui t'aidait à ouvrir une autre porte, ou tu as été au culot et ça a marché? Les deux. Premièrement, c'est toujours plus facile quand on connaît quelqu'un et quand il y a un Mhm. rapport de confiance. Bien C'est sûr. vrai que les athlètes sont souvent sollicités, Mm. que ce soit de manière commerciale ou de manière intéressée pour d'autres choses. Donc, le sportif peut être difficile d'accès, mais j'ai eu les deux cas. Les premiers sportifs que j'ai contactés, c'était grâce à du réseau, Mm. mon réseau personnel ou grâce à quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et j'ai été surpris parce que, bah, comme c'est un sujet qui leur parlait finalement, ils étaient à même de me donner 20, 30 minutes, une heure d'échange. Donc ça, c'était top. Et ensuite, j'y suis allé au culot sur les réseaux sociaux où justement, je suis allé contacter des centaines de sportifs pour leur expliquer ce que je voulais faire, pourquoi je voulais le faire et de quoi j'avais besoin. Donc, à savoir du temps de leur part et des retours. Et donc, voilà, après, les stats sont pas forcément énormes, mais il me semble que sur les premières centaines de contacts que j'ai lancés, je devais avoir à peu près 10% de taux de réponse. Donc, bon, Ce qui sachant est classique, on va dire, entre guillemets, hein, dans la sollicitation, enfin, c'est même un bon chiffre. c'est plutôt un bon chiffre, Hein. sachant que la marque n'était pas du tout connue et que c'était Mm. vraiment en mode projet. Donc, ça m'a pas arrêté, bien au contraire, et j'ai multiplié par 10 mes demandes de contact pour avoir une base quantitative. Mais en tout cas, voilà, il y a eu des deux. Après, on va pas se le cacher, quand on connaît quelqu'un, c'est toujours plus facile. Ouais. Ouais, et en fait, c'est vrai dans la vie de tous les jours, entre guillemets, même au-delà du sportif. Je dirais que même aujourd'hui, pour trouver un boulot, quand on connaît une personne, pas pour dire de favoriser, mais en tout cas de pouvoir créer le premier contact, ça aide beaucoup, hein, faut pas se mentir. Tout à fait. Le parallèle est exactement le même dans le civil. Tu as tout à fait raison. Au moment où tu vois que ton projet est confirmé ou validé par les sportifs, les fédérations, c'est quoi ce qui te fait dire, allez, j'y vais et je me lance, et entre guillemets, parce que tu accompagnes dans la seconde vie, toi c'est un peu comme si tu quittais ta première vie et tu passes dans une seconde vie aussi de ton côté. Oui, tout à fait. Alors, ce qui m'a fait franchir le pas, c'est justement l'évolution du projet, de voir que, en fait, ça remplissait bah, mon quotidien et mes valeurs, que j'étais aligné sur ce que je faisais et j'apportais une valeur ajoutée, j'aidais les gens. Et moi, c'est une de mes fonctions principales, ça, c'est vraiment un moteur, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de me sentir utile. Et donc, dans mon passé, je me sentais plus utile, plus à ma place, j'avais l'impression d'être un numéro dans une structure. Mhm. Je faisais économiser quelques millions à des sociétés quand on gagne des centaines de millions. Bon, qu'est-ce que je faisais là en fait? Et en travaillant sur ce projet-là en parallèle, avec l'idée de construire aussi quelque chose qui me correspond et travailler pour moi, bah, j'ai eu cette envie de me lancer et de me dire au final, qu'est-ce que je risque? Euh, donc, c'est en y allant que je vais découvrir et que je vais apprendre. Donc, et au pire, si ça marche pas, bah, j'aurais appris des choses. Alors, je vais tomber, ça va peut-être faire mal, mais ça tombera forcément, je tomberai forcément un jour ou l'autre. Mhm. Mais on reste à savoir quand. Et l'important, c'est de se relever
et de construire et de continuer à avancer. Et donc, quel est le cadre de ton projet? Parce qu'on a parlé de questionnement, etc., que tu avais pour le valider. Si tu peux expliquer aujourd'hui ce qu'est New Round et comment tu as commencé tes premiers accompagnements, et tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as fonctionné justement. Ouais, tout à fait. Donc, le but de New Round, comme tu l'as évoqué en introduction, c'est de faciliter la seconde vie du sportif. Comment je procède? C'est que je procède à un accompagnement qui est individualisé, qui permet aux sportifs de se poser les bonnes questions. Donc, on commence vraiment sur le premier étage de la fusée. Qui est le sportif au-delà d'être un sportif? Quelles sont ses compétences? Quelles sont ses valeurs? Qu'est-ce qui l'anime vraiment? On se pose des questions assez profondes pour pouvoir poser les bases, on va dire, du projet. Et ensuite, en fonction de ses secteurs d'activité, en fonction de ce qu'il aime faire et de son potentiel, on va aller creuser des pistes métiers. Cet accompagnement-là, moi, je l'ai imaginé dans un premier temps et je l'ai testé avec des sportifs. Donc, j'ai, pendant cette phase projet, accompagné une petite dizaine de sportifs où je leur ai proposé un contrat simple. Vous vous préoccupez de votre seconde vie. J'ai une solution à vous proposer. Je vous propose de la tester et en échange, vous faites des retours et on co-construit la démarche ensemble jusqu'à trouver un modèle qui soit le plus pertinent possible. Cette manière de fonctionner m'a permis d'adapter ma méthodologie aux contraintes du sportif. Alors, je vais parler rapidement, hein, je vais pas tout étaler, mais par exemple, le besoin de flexibilité. Donc, on travaille quasiment exclusivement en visio sur des Mhm. séances d'une heure, pas plus, parce que c'est compliqué sinon à caler dans l'agenda. Et il faut savoir être flexible parce que l'agenda, on peut pas le caler sur 2 ou 3 mois. Il y a des Ouais. compétitions, il y a des imprévus, et donc c'est normal que d'une semaine sur l'autre, on puisse justement jongler avec les impératifs du sportif et justement adapter le programme en fonction des contraintes et des événements sportifs. Cette construction enfin cette co-construction que vous avez fait, comment tu t'y es pris pour déterminer ta méthode, alors sans rentrer, sans la dévoiler, mais en tout cas, parce qu'on ne l'a pas dit, mais tu as suivi aussi une formation pour devenir coach professionnel et c'est sur la base du coaching, de l'accompagnement, hein, comme on pourrait le dire en français, que tu travailles. Oui, tout à fait. En fait, j'ai construit l'accompagnement avec donc, les sportifs quand j'ai testé, mais je me suis aussi servi de mon expertise Mhm. personnelle et de ce que j'avais vécu. Donc, comme je l'ai précisé, je suis pas un ancien sportif de niveau et je me suis pas fait les croisés. Par contre, j'ai un vécu en entreprise. J'ai travaillé en mode projet avec un tas d'acteurs, avec quasiment tous les services de l'entreprise, donc j'ai cette bonne visibilité-là. Et quand j'ai vécu moi-même cette transition, à partir sur l'entrepreneuriat, j'ai dû me poser les bonnes questions. J'ai dû réfléchir à ce que j'avais envie de faire après. En fait, je me suis aussi servi de ça, au-delà des formations, pour construire l'approche. Et finalement, ce que je me suis rendu compte, pour faire un parallèle, si j'essaie d'avoir une image, c'est que les contraintes que le sportif va avoir à la fin de sa carrière, à 33, 34, 35 ans, bah, finalement, il y a pas mal de questions que je me suis posées moi à 18 ans, lorsque j'ai eu mon bac dans la poche. Mhm. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Quelles sont mes compétences? Je sais même pas quel métier faire, j'ai jamais travaillé en entreprise. Comment je pourrais aujourd'hui choisir une voie de formation si je ne sais même pas quel métier je veux faire? Pourquoi aller dans une école de commerce, par exemple, et faire un bac plus 5 si je veux être charpentier? Ça n'a aucun intérêt. Donc, toutes ces questions-là, ça m'a nourri aussi au fur et à mesure de mon expérience et aussi aux expériences autour de mes proches. Je me suis servi vraiment de tout ça et j'ai concocté cette méthodologie avec justement ce passé, ces expériences, ces questionnements et une approche théorique via le coaching professionnel. Et donc, quand tu accompagnes les sportifs, c'est quel type de profil? Est-ce que tu t'es retrouvé avec beaucoup de sportifs qui étaient en fin de carrière? Est-ce que tu as eu aussi des jeunes? Parce que je pense que justement, ce que tu disais au début, c'est que c'est pas à la fin de sa carrière qu'il faut penser à préparer. Alors, quand on ne l'a pas fait, il vaut mieux tard que jamais. Mais en tout cas, quel type, toi, de profil tu as eu? Est-ce que tu as eu aussi des jeunes ou des gens en milieu de carrière? Tout à fait. Il y a 4 types de profils qui ressortent dans les études des sportifs. Rapidement, il y a le sportif qui est dit attentiste. C'est un sportif qui ne se préoccupe pas trop de l'après parce qu'il pense qu'à travers son réseau, il va avoir une opportunité forcément. Mhm. Il y a le sportif opportuniste qui est lui conscient qu'il y a un après, mais il s'y penche pas trop. Par contre, il va serrer les mains à la fin du match. Il y a le profil expert. Le profil expert, c'est un sportif qui, dès son plus jeune âge, commence à construire l'après et, par exemple, suit des formations
dans le but d'anticiper un maximum. Et enfin, il y a l'entrepreneur. L'entrepreneur, c'est celui qui a un projet personnel et qui veut entreprendre à la suite de sa carrière et qui a déjà une idée précise de ce qu'il veut faire. Il veut pas être salarié. Et quand on regarde ces quatre profils de sportifs, il y a un petit peu tous les âges dedans. Et c'est ce qu'on va retrouver avec les joueurs avec lesquels et joueuses avec lesquels j'ai travaillé. J'ai eu des sportifs en majorité en fin de carrière ou dans leurs 3 dernières années de carrière. Et j'ai eu également des plus jeunes, donc 25, 26 ans, donc qui sont, on va dire, en pleine bourre, si je peux parler ainsi, Mhm. et qui se posaient des questions sur l'après et qui souhaitaient passer du temps à justement penser, se poser les bonnes questions pour essayer d'anticiper et de recadrer un petit peu la suite de leur plan de vie. Et comment tu fonctionnes sur la partie émotionnelle? Alors, je vais faire une petite parenthèse parce que Oui, j'ai eu la chance de regarder le documentaire Le Crépuscule des Champions sur Canal+. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le voir. bien sûr, oui. Ouais, avec Olivier Dacour. Et donc, dedans, il y a des sportifs qui sont sur la fin de leur carrière, hein. On a l'exemple de Gilles Simon qui arrive vraiment tout au bout. On a l'exemple de Florent Manodou qui veut encore faire un dernier exploit. Et puis, on a aussi Laura Flessel qui a arrêté sa carrière. Et on parle beaucoup de l'émotionnel. Et donc, ma question, c'est est-ce que toi, tu es confronté à ça? Est-ce que tu travailles avec une personne à côté? Est-ce que tu essayes de le gérer pour une partie? Mais bien sûr que c'est un domaine assez précis, assez particulier. Mais en tout cas, est-ce que tu es confronté déjà à cette partie-là émotionnelle quand tu leur parles de leur deuxième vie, quoi, en fait, et en tout cas de la petite mort, hein, comme on l'appelle? Alors, sincèrement, j'ai pas eu un cas précis Mhm. là-dessus. Effectivement, le rapport aux émotions, il est présent, il est important à gérer. Et ça, en coaching, on apprend à justement détecter ça, parce que généralement, quand il y a une émotion, c'est il y a une valeur derrière, ou il y a quelque chose à aller chercher ou à nourrir. Après, ce qui est important, c'est justement de mettre des bonnes barrières. Quand on est en coaching, par exemple, il y a une vraie éthique à suivre et on est uniquement dans le moment présent et on s'adresse au futur. Ça, c'est Mm. hyper important. Lorsque l'on va parler du passé, ou par exemple de deuil ou de la petite mort du rugby, là, c'est des signaux d'alerte qu'il faut prendre en considération, qu'il faut bien sûr aiguiller, mais je ne suis pas en capacité de le traiter et je vais travailler avec quelqu'un qui peut apporter son soutien sur ces sujets-là. Euh, j'ai pas eu encore, moi, cette expérience-là. Des anciens m'en ont parlé en me disant que c'était important de prendre en considération ça, mais que c'était encore un sujet un peu tabou, en tout cas, sur ce rapport de la petite mort. Donc, il n'est pas forcément traité, mais c'est un vrai sujet, hein, et dans le reportage, c'est flagrant. Oui, 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 on sent l'émotion encore palpable quand ils reparlent de leurs exploits. Et puis quand Gilles Simon, on le voit sur son dernier match, quand il est, en plus, il est dans le moment émotionnel puisque lui, on le voit sur son dernier match avec son fils, avec sa femme et tout. Effectivement, et je te rejoins pour avoir fait une formation en coaching et pour avoir vu des fois des gens malheureusement vouloir aller trop loin en se prétendant coach, parce que pour moi, quand on va trop loin, on se prétend coach, parce que là, tu as mis le doigt sur un truc, c'est qu'effectivement, on a une éthique normalement en tant que coach, et donc ce qu'on ne quand ça dépasse ses limites, on sait le marquer et on passe la main à des professionnels. Donc, ce que tu dis, c'est très important. Et je suppose que le jour où tu seras amené à gérer, tu passeras la main. Et ma question, justement, c'est est-ce que tu as une ou des professionnels qui sont à tes côtés, ou est-ce que tu commences justement à créer un réseau autour de toi, et si des gens de l'accompagnement, de la préparation mentale ou autre écoutent, est-ce qu'ils peuvent te rapprocher de toi? Enfin, comment tu t'envisages les choses? Moi, je suis carrément ouvert à Mm, ça. Pour l'instant, comme j'ai pas eu forcément de sujet là-dessus, bien sûr. j'ai pas eu des recherches plus poussées que ça. J'ai déjà rencontré des personnes qui abordent ces sujets-là ou qui sont sur de la prépa mentale à proprement parler, même orientée performance. Donc, je commence à bâtir mon réseau. Après, moi, l'intérêt aussi, c'est de pouvoir construire au fur et à mesure. Donc, je prends tous les appels du pied et je veux échanger avec des gens. L'important, moi, c'est de trouver des personnes qui partagent les mêmes valeurs que moi, qui placent le sportif au cœur du projet et qu'on puisse construire ensemble autour. Je ne me prétends pas justement expert dans tous les domaines. Par Mhm. contre, je souhaite avoir un réseau d'experts autour de moi qui va pouvoir être là en fonction des besoins du sportif.
Et donc, dans ces sportifs que tu as accompagnés, j'ai vu que tu avais une personne que tu avais accompagnée et que tu avais fait un point sur qu'est-il devenu. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui vont écouter, qui seraient sportifs? Maintenant, tu existes depuis 2 ans. Quel constat tu fais? Quelles sont les réussites que tu peux avoir? Et puis, les choses que tu vas mettre en place par les expériences que tu viens d'acquérir. Alors, j'ai des belles histoires de sportifs et c'est ce qui me donne l'envie de continuer. Mhm. Donc, c'est vraiment important d'anticiper ces sujets-là. Après, et on le voit bien, hein, notamment dans le reportage d'Olivier Dacour, c'est que il peut être compliqué pour un sportif qui est en activité, qui joue tous les week-ends ou qui a une prochaine compétition, de se projeter sur l'après et de vouloir anticiper. C'est Florent Manodou qui le dit, il aurait l'impression déjà de lâcher la Mhm. compétition s'il se projetait dans l'après. Donc, je peux entendre qu'il y ait certains sportifs qui aient du mal à faire ce parallèle-là. Par contre, ce qui est important, c'est d'amener de la pédagogie et de montrer que c'est possible. Il y a des histoires qui commencent à sortir aujourd'hui, hein, de sportifs, notamment dans le rugby ou dans d'autres domaines, qui ont passé des diplômes en parallèle, qui ont même un métier et qui se trouvent d'autant plus performants parce qu'ils ont trouvé un équilibre et qu'ils ne mettent pas tous les œufs dans leur même panier. Donc ça, c'est vraiment le message que j'ai envie de transmettre aujourd'hui, c'est de d'émettre un intérêt, de se poser les questions et de prendre un petit peu de temps pour au moins se laisser la chance, parce que vous allez voir que ça va vous apporter énormément de choses, que ce soit à travers ma société ou d'aller voir quelqu'un d'autre. Mais le fait de pouvoir anticiper, ça a des vertus. Oui, puis je pense qu'il faut mettre en lumière une chose, c'est que dans le reportage, on met en avant des gens qui ont quand même une belle notoriété. Donc en termes de revenus, je ne vais pas dire que ils gagnent des millions, mais en tout cas, c'est quand même des beaux revenus. Si on prend, tu parlais du rugby, ou si on prend des sports un peu moins médiatiques, les salaires sont pas les mêmes. Les gars, des fois, gagnent 15 000 euros par mois, mais sauf que à 32 ans ou 33 ans, ils n'ont plus rien. Et s'ils n'ont pas prévu, les 15 000 euros par mois ou les 10 000 euros par mois, ils finissent pas, ils font un an avec ou deux et puis c'est terminé. Donc je pense qu'il faut aussi remettre ça en perspective. Voir certains gagnent tout juste de quoi vivre 2 000 ou 3 000 euros par mois, hein, donc, ou d'autres même encore moins. Voilà. Ah, exactement. Mm. Quand on parle avec des personnes extérieures au monde du sport, parfois il y a ce constat-là qui est fait et on tire un trait assez grossier sur les Mhm. revenus dans le sport. Mais par exemple, on prend des sports qui ne sont pas majeurs en France, le hockey sur glace. Je Ouais. travaille avec plusieurs hockeyeurs qui ont des superbes carrières, qui ont fait les Jeux Olympiques, qui sont multiples champions de France, qui ont fait des championnats du monde, des championnats d'Europe, et qui gagnent moins de 3 000 euros par mois. C'est des vrais constats. Dans le hockey ou en deuxième division, on est sur des niveaux de salaire entre 1000 et 3000 euros entre la première et la deuxième division. Donc on est sur des niveaux de revenus qui sont plus faibles. Et alors je parle même pas des sports qui sont olympiques, Mm. où là justement, et j'ai d'ailleurs rencontré un super entrepreneur qu'il faudrait que je te présente, Ouais. qui a monté une société qui s'appelle Lactique, qui aide les sportifs justement à trouver des sponsors. Parce qu'il y a énormément de sportifs qui ne vivent pas de leur passion, qui pourraient être potentiellement médaillables aux Jeux Olympiques, mais qui n'ont pas d'aide et qui ont du mal à raccrocher les wagons à la fin du mois. Donc c'est une vraie réalité. Et justement, par rapport au sponsoring, donc tu mets le doigt sur un constat que beaucoup de sportifs ont fait au micro du podcast, hein, puisque effectivement, c'est une des grosses difficultés entre jongler, pour les plus jeunes, jongler entre les études et le sport, et puis après, c'est jongler entre les sponsors, le statut de sportif de haut niveau, les aides. Des fois, les aides, elles s'arrêtent, il faut trouver des sponsors. Euh, Est-ce que toi, tu as une vision sur le fait que aujourd'hui, il y a quand même des entreprises et des grosses entreprises qui sont autour du sport. Moi, j'ai des exemples. Si on prend l'exemple de Romain Canon, il est accompagné par EDF et il bosse pour EDF quand il n'est pas en compétition et il a on va dire un emploi du temps adapté. Je ne trouvais plus mes mots. Mais dans la majorité des cas, les entreprises, elles sponsorisent. Et est-ce que tu as l'impression qu'elles aident les sportifs à découvrir un peu le milieu professionnel pour se préparer, ou elles mettent juste l'argent et puis il y a ce manque de lien entre sport et entreprise? Alors, il y a un vrai manque de lien entre le sport et l'entreprise. Ouais. Et moi, c'est une des missions que je me suis aussi donnée, c'est de Mhm. pouvoir recréer des synergies et des parallèles. Aujourd'hui, les exemples qu'on a de sportifs
qui travaillent à EDF ou à la SNCF, etc. C'est des sportifs qui bénéficient la plupart du temps du pacte de performance, pardon, Ouais. Mhm. et donc qui ont des contrats aménagés. Après, il y a encore énormément de sportifs qui ont ces sujets de sponsoring et qui sont en galère. Alors, moi, c'est pas un sujet, c'est pas ma mission première. Bien sûr. Euh, S'il y a des besoins, j'irai justement chercher dans le réseau des gens qui aident sur ces sujets qui le font très bien. Par contre, ce que j'ai envie de faire, c'est d'arriver à connecter l'entreprise et le sport, parce qu'il y a des parallèles énormes à faire. Et l'une de mes premières batailles que je menais quand j'étais dans mon projet, c'était la partie recrutement. Donc, j'ai rencontré pas mal de responsables des ressources humaines des entreprises Mhm. pour savoir si demain ils auraient été intéressés par le recrutement d'un sportif. Et si oui, comment? Donc, c'est des sujets qui m'animent aussi et que je vais venir traiter au fur et à mesure, ou du moins de me faire aider avec des gens spécialistes dans le sujet parce que on se rend compte que les sportifs de haut niveau, c'est des super profils en fait. Bah Et oui. que, on parle beaucoup, enfin, de plus en plus de soft skills, Mhm. et je pense que tu connais bien ces sujets-là. Bien Euh, sûr. le sportif a des compétences humaines de par son expérience incroyable. Et apprendre des outils, en fait, sur la partie hard, c'est quelque chose d'assez facile finalement. Donc j'espère que les entreprises vont de plus en plus ouvrir leurs portes et vont être prêts à aménager des emplois du temps ou aménager du temps pour aider au développement de ces gens-là, parce que ce serait des super recrues pour eux. Et je te rejoins à 300% pour avoir fait du recrutement. Alors c'est toujours compliqué parce que quand tu fais du recrutement, tu as des personnes au-dessus et qui sont pas autant convaincus que toi. Donc quand tu leur amènes le profil, ils disent ouais mais moi je préfère un tel ou autre. Enfin voilà, j'ai quelques exemples en tête malheureux par rapport à ça. Et il y a un autre point et qui a été soulevé par Clémence Beretta, donc une marcheuse athlétique qui était dans un de mes épisodes là précédents, qui expliquait que bah, elle avait un employeur, elle avait un statut de sportif de haut niveau, blessure et autres, et elle perd son statut du jour au lendemain. Donc au lieu d'être à temps partiel avec une aide, ben, son employeur lui apprend, parce que c'est pas le gouvernement qui, enfin en tout cas le ministère des Sports qui lui apprend, c'est son employeur qui lui dit bah, le mois prochain tu repasses à temps complet puisque tu n'as plus ton aide. Voilà. Et donc, je pense qu'il y a aussi effectivement bah, tout un système aujourd'hui en France qui n'existe pas. Et je te rejoins vraiment là-dessus totalement sur le fait qu'il y a besoin d'avancer là-dessus. Et ça fait aussi partie de la mission que je me fixe avec le podcast. Donc, avec plaisir pour t'aider dans cette mission-là, de mon ancienne vision de RH, j'en suis 3000 ou 4000 fois convaincu. Je pense qu'il y a un manque de communication, il y a un manque de compréhension, il y a un manque d'ouverture et pourtant bah, les grands groupes sponsorisent, etc. Mais on a plus l'impression que c'est du marketing pour une grande partie que de l'implication. Et en fait, je pense qu'il ne faut pas grand-chose pour que ça devienne aussi de l'implication. Mais voilà, ça nécessite de la communication et de l'échange. Pour en revenir à New Round, est-ce que tu as un ou deux exemples de personnes que tu as accompagnées et puis pareil, deuxième question qui est un peu dans la première, est-ce qu'ils sont plus, ils ont plus envie d'être accompagnés dans l'idée de continuer à être un petit peu sportif de haut niveau, sous-entendu je prends en main mon destin et donc je suis plus vers l'entrepreneuriat, ou il n'y a pas de, enfin il y a pas de règles dans les personnes que tu as accompagnées? Alors par rapport aux sportifs que j'ai accompagnés, j'ai une grande majorité de personnes qui se posaient des questions sur l'avenir Ouais. et qui n'avaient pas forcément de projet entrepreneurial. Mhm. Euh, j'ai eu un accompagnement entrepreneurial sur la quinzaine de sportifs que j'ai fait. Et tout le reste, c'était des gens qui se posaient vraiment des questions et qui avaient un petit peu peur de la suite. Euh, j'ai deux, trois belles histoires là-dessus. Alors, j'ai l'exemple bah, du premier sur lequel j'ai fait une communication qui était rugbyman et qui est maintenant acheteur chez Airbus Mhm. et qui est une jolie reconversion. Et c'est surtout que c'était celle qu'il souhaitait faire. Parce que quand on avait commencé le parcours ensemble, il s'était dit, l'un de ses rêves, c'était de pouvoir travailler dans l'aéronautique et notamment chez Airbus sur un métier. Et 2 ans après, il a coché cette case-là, donc c'est top pour lui. Bravo. Et j'ai aussi des exemples je pense à une basketteuse Mhm. qui se posait des questions sur la suite. Et on sait que le sport féminin en France, bah, il est d'autant plus marqué hein, sur ces thématiques-là parce que il y a moins de revenus, il y a moins de publicité. Donc elles ont encore plus de difficultés à franchir le pas. Et puis en plus, il y a des sujets un petit peu tabous encore hein, dans le sport féminin. Oui. Je
peut parler notamment de la grossesse ou du projet de construire une famille. Et donc, il y avait ces sujets-là qui venaient un petit peu sur la table et de se dire, mais c'est pas possible, en fait, je sais pas comment je vais réussir à conjuguer le tout, sachant qu'elle est encore en carrière et qu'il lui reste quelques années, et j'espère le plus possible pour elle en tout cas. Mais voilà, elle, l'accompagnement, ça a été plutôt de se dire, de retrouver les clés pour se dire et construire un plan qui soit viable et qui soit solide pour elle et qui lui permette justement de faire ce qu'elle a envie de faire en fait. Et donc du coup, elle a cette idée d'avenir qui est beaucoup plus claire pour elle. Et un an et demi après avoir travaillé avec elle, justement, j'ai rééchangé récemment et elle m'a dit qu'elle avait toujours cette idée chevillée au corps et que son plan d'action était toujours là, prêt à être dégainé. Ah, c'est Donc ça, bien. c'est des jolis coups de pouce qui donnent envie de continuer en tout cas. Donc la majorité des personnes jusqu'à aujourd'hui que tu as accompagnées, c'est plus dans se questionner, préparer, réfléchir à l'avenir, plus que concrétiser à 100%, puisque tu as des gens qui sont encore en carrière actuellement. Oui, il y a des sportifs qui sont en dernière année de contrat et donc qui ont vraiment besoin de savoir quelle est la suite et qu'est-ce qu'ils pourraient faire. Mhm. Et ensuite, il y a également des sportifs qui sont un petit peu plus jeunes et qui, eux, veulent anticiper et se poser les bonnes questions. Ok. Sur la partie entrepreneuriale, je pense que c'est des sujets qui vont arriver. En tout cas, on voit très nettement des tendances sur des sportifs qui se posent de plus en plus de questions et qui veulent pas forcément être salariés. Moi, ça se reflète pas encore aujourd'hui à 100% dans mon activité. J'ai mon programme qui est prêt. Alors, je pense que c'est aussi lié à du bouche à oreille et à des thématiques de visibilité que j'ai pas encore, en tout cas, mais je pense que ça viendra. Ok. Et pour terminer doucement, mais c'est quoi l'avenir? C'est quoi les projets là que tu as dans les mains? Tu es en train d'accompagner des sportifs, tu as mis en place des programmes particuliers et tu vas essayer d'aller voir les fédérations. Quel est l'angle des mois et années à venir pour New Round? Alors, l'angle des prochains mois, c'est de faire du bruit, en fait. Mhm. Moi, j'ai des difficultés aujourd'hui sur de la visibilité, Mhm. sur un manque de communication, parce que j'ai pas de moyens forcément attribués à ça et j'ai pas encore trouvé les bons filons, en tout cas, pour communiquer. Donc, j'ai besoin d'être plus visible, sur cet aspect-là pour pouvoir diffuser les messages et avoir plus de sportifs. J'ai une deuxième optique là dans les prochains mois où je travaille avec une personne que j'ai rencontrée qui est vraiment top, avec qui on partage les mêmes valeurs autour du sport et les mêmes valeurs humaines. Et lui est spécialisé dans la partie gestion de patrimoine. Et c'est des sujets qui sont cohérents en fait avec Bien la sûr. seconde vie, sur de l'éducation financière, vraiment simple, dans une relation de confiance. Donc voilà, on est en train de travailler ensemble pour voir comment on pourrait proposer des choses si ça intéresse les sportifs. A priori, là, c'est des vrais sujets, donc on est en train de creuser ça. Dernier angle à moyen terme, enfin à court et moyen terme, c'est de continuer à diffuser les messages aussi auprès des acteurs autour du sport. Donc, le sportif reste au cœur du projet, mais pour moi, il me paraît intéressant et même primordial d'aller parler aux ligues, d'aller parler aux fédérations, aux clubs, aux différents acteurs qui vont salarier le sportif ou qui vont tourner autour, comme les agents, parce que ces personnes-là doivent être impliquées dans cette seconde vie-là, parce que le sportif n'est pas là uniquement pour avoir la performance le week-end, mais il faut avoir pour moi un vrai accompagnement humain. Donc voilà, j'ai trois gros sujets là en ce moment. Et pour terminer, la vision à plus long terme, c'est demain d'être un acteur référent sur ces sujets liés à la seconde vie du sportif et de pouvoir justement, grâce à un réseau et des tiers de confiance, que ce soit, imaginons, sur de l'immobilier ou sur du placement d'entreprise, Mhm. sur du recrutement, voire même, moi, mon rêve, ce serait de pouvoir permettre aux sportifs d'investir dans des projets impact, que ce soit sur la partie financière, sur l'investissement de compétences, sur du partage justement de connaissances, de réseaux ou d'images, de pouvoir réussir à associer des sportifs à des projets locaux à impact. Voilà, la vision vraiment plutôt globale d'un acteur qui pourrait permettre à un sportif, peu importe ses choix de seconde vie, mais de trouver la bonne question, la bonne réponse, pardon, et le bon interlocuteur, tout ça en confiance et en bienveillance. Oui, et puis là où je veux juste faire un éclairage sur ce que tu disais par rapport au patrimoine, c'est qu'il y a des sports dans lesquels il y a pas beaucoup d'argent et donc le peu d'argent qu'il y a, il faut préparer l'avenir. Et puis dans le même sens, dans des sports où il y a de l'argent, enfin moi j'ai connu par des liens des jeunes qui avaient leur premier salaire de footballeur, 15 000 euros, on m'a raconté justement, et c'était un besoin dans les clubs professionnels de les accompagner parce qu'au bout de 3 jours, ils n'avaient plus rien.
Et ça paraît hallucinant de dire qu'ils n'avaient plus rien. Mais en fait, les premiers salaires, comme en plus, c'était souvent des jeunes qui venaient du Sénégal ou d'autres pays d'Afrique, ce qui se passait, c'est qu'il y avait des gens qui leur tournaient autour. Donc, il y avait un tel machin, et puis ils arrosaient une personne ou deux, ils allaient acheter la voiture et autres, et puis ils n'avaient plus rien. Donc, souvent, ce que les clubs essayaient de faire, c'était de leur mettre des personnes pour les accompagner, pour investir dans la pierre. Parce que certains... il faisait 6 mois et puis le genou explose et après il n'y a plus rien. Donc quand on a eu, je sais pas, 45 000, 50 000 ou 60 000 euros devant soi, c'est des fois le salaire d'une vie, et notamment avec le fait, quand on a grandi au Sénégal, on se doute bien que cet argent-là, il est énorme. Donc moi, j'avais eu cette discussion-là. Donc tu as totalement raison. Autant pour les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, c'est important d'anticiper cette partie-là. Autant pour les gens qui ont les moyens, c'est aussi important de faire en sorte de ne pas tout dilapider, parce que on se crée un train de vie qui n'est pas le bon, quoi, entre guillemets. Ouais, tout à fait. Je rejoins complètement ce constat. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi démocratiser le sujet. Parfois, le terme de gestionnaire de patrimoine, il peut faire un petit peu peur. Ouais. On a l'impression que c'est réservé à une élite. Mais en fait, nous, en tout cas, ce qu'on a envie de faire, c'est de pouvoir démocratiser ça et de pouvoir accéder à ce type de service, parce que on peut très bien commencer avec 50 euros par mois, en fait, Oui. et les placer. Mais ces 50 euros que je place aujourd'hui, demain, ils vont certainement me permettre d'activer ma seconde vie ou de m'aider si j'ai un pépin physique. Mais c'est de voilà, permettre cet accès conseil avec des gens de confiance, parce que ça faisait aussi partie d'un des constats que j'avais cité au début. Il y a trop de gens qui se font avoir par des personnes malveillantes, et ça, moi, c'est des choses qui me peinent et voilà, qui me touchent particulièrement. Et c'est des sujets qui ont le mérite d'être présents, et il y a des solutions en face. Donc, c'est réussir à faire passer les bons messages. Et si sur un effectif, par exemple en centre de formation dans un club, il y a déjà 2 ou 3 personnes qui sont sensibilisées à ça, ou du moins qui écoutent le message, ce sera déjà une graine de planter pour la suite. Ouais, tu as totalement raison. Et pour terminer, moi, je voudrais reprendre ce que tu disais au début, où tu as mis le doigt sur une de tes missions, c'est de permettre aux personnes de savoir qui elles sont au-delà du sportif. Et c'était le constat qu'a fait Clémence Beretta, donc je la recite à nouveau parce que j'avais trouvé son approche très intéressante. C'est que quand elle avait eu un peu une difficulté en termes de motivation, elle avait vécu un burn-out et tout, où le corps l'avait lâché, et donc elle s'est posé des questions sur son avenir, sur qui elle était, etc. Et par l'accompagnement qu'elle a eu à ce moment-là, et en fait, on a découlé une chose, c'est qu'elle a créé une entreprise. Et en fait, c'était une manière, et elle l'a dit comme ça dans le podcast, c'était une manière de se définir en dehors de Clémence la sportive. C'est Clémence l'entrepreneur. Et si demain le sport s'arrête, il y a encore une Clémence entrepreneur. Et je trouvais l'approche hyper intelligente, sachant qu'elle est encore jeune. Donc voilà, elle est dans le lien de ce que toi tu proposes comme accompagnement. Et je trouvais que l'image collait à 100% avec ce que tu as dit. Je pense qu'il n'y a pas plus belle conclusion, hein. Ouais, voilà, tu vois, comme quoi. Non, mais c'est super, et d'entendre des histoires comme ça, je trouve ça vraiment génial. Et pour faire un parallèle, pour terminer, on se rend compte que sur les statistiques, il y a 70% des gens en entreprise qui voudraient changer de métier mais qui ne le font pas. Mm. Les sportifs, la reconversion, elle est subie ou choisie, peu importe, ça arrivera un jour ou l'autre pour eux. Donc ils sont obligés de passer cette étape-là, parce que contrairement à quelqu'un qui est dans un bureau et qui a son contrat en CDI, il va être obligé de se poser ces questions-là parce qu'il n'aura pas le choix. Donc de pouvoir anticiper, d'avoir des exemples comme ça de personnes qui se sont relevées et qui prennent en main les choses pour construire et créer de la valeur, c'est génial. Ouais, vraiment. Donc, écoute, Romain, vraiment, merci. Je pense que nous, on va créer un truc, c'est qu'on va se créer une seconde vie du podcast après. On en a créé une première, un niveau 0. On a fait le niveau 1 dans le podcast. Le niveau 0, c'était en off avant. Et je pense qu'on a pas mal de sujets en commun tous les deux. Pour moi, c'est un vrai sujet. Plus jeune, j'avais tendance, et encore aujourd'hui, à aimer regarder ce que font souvent l'équipe en montrant ce que sont devenus les anciens et tout. Je pensais que c'était de la curiosité. En fait, il y avait un vrai intérêt sur qu'est-ce qu'on fait de cette
personne, entre guillemets, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'on la met encore en lumière? Est-ce qu'on lui donne l'opportunité? Tu as parlé de joueurs de NBA ruinés alors qu'ils ont gagné des millions. Donc voilà, c'est un vrai sujet pour moi et j'ai été super content de te recevoir sur le podcast et quelque chose me dit qu'on continuera à se parler après. Écoute, avec grand plaisir, je tenais aussi à te remercier. C'était un super échange. J'ai passé un agréable moment avec toi. Merci. Au plaisir de continuer à échanger. Et pareil, pour ceux qui nous écoutent, moi, je suis dispo à parler de sport de manière générale. Donc vraiment, c'était un vrai plaisir. Merci beaucoup. Et voilà, c'est le coup de sifflet final. Fin de l'épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou mettez 5 étoiles sur Spotify. Ça aide à faire connaître le podcast. Vous aimez les podcasts? Découvrez Allez Vas-y, notre podcast qui met en avant les personnes qui passent à l'action. Et n'oubliez pas, allez jeter un œil sur notre nouveau projet, Votre histoire est un cadeau, sur Instagram ou Facebook. Je vous donne rendez-vous vendredi matin pour un prochain épisode de Tout un sport et à très vite sur nos réseaux sociaux.